Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Compliance dédié aux abus de marché. Alors, de quoi parle-t-on? Euh, on parle évidemment d'un aspect réglementaire, même si, j'en doute pas, vous êtes tous experts du sujet. On va juste revenir très rapidement en 2 minutes sur le cadre qui nous intéresse. Donc, le cadre, évidemment, c'est MANMAR, ce sont les directives européennes sur la régulation de marché, et spécialement la directive MAD 2, qui date maintenant d'il y a 4 ans, et qui a très sensiblement renforcé à la fois les obligations de suivi, les obligations de signalement des établissements financiers, mais évidemment également le corollaire, les sanctions qui vont avec. Alors, de quoi on parle? On parle de l'ensemble des comportements qui pourraient créer une inégalité d'information sur les marchés et qui aurait pour objectif de tromper le marché à des vues d'enrichissement. Donc, évidemment, on parle des opérations d'initiés, mais pas uniquement. On a tout ce qui est la manipulation de cours, tout ce qui est la divulgation illicite, qui sont des actions qui sont interdites, sanctionnées, et dont les établissements financiers ont une obligation de détection et de signalement. Et c'est ce qui va amener la suite de notre sujet. Un point important aussi, on parle beaucoup d'abus de marché, on parle beaucoup euh, de transactions sur lesquelles il y a eu un comportement illicite, mais sont punies quasiment de la même façon les tentatives d'abus de marché. Et c'est un point important parce que c'est souvent quelque chose qui est plus compliqué à détecter, puisqu'il n'y a pas eu réellement de transaction, puisqu'on s'est arrêté à la phase de tentative. Et donc, concrètement, il y a des sanctions? Alors, merci Marie de cette magnifique transition. Euh, Évidemment, il y a des sanctions qui ont été fortement renforcées il y a 4 ans. Ça peut aller jusqu'à 100 millions ou 10 fois les profits réalisés. Euh, et au-delà de l'aspect financier, qui n'est pas négligeable, une sanction importante, c'est la communication et c'est le risque d'effet négatif d'image, puisque l'AMF communique de façon publique sur les sociétés qui ont commis des délits, qui n'ont pas respecté ces directives. On a évidemment les décisions de justice qui sont pour partie publique, mais également une communication de l'AMF, et donc on a un vrai risque d'image, de notoriété associé à ces sanctions. Euh, un point important également sur ces sanctions, pendant assez longtemps, on a considéré, et la jurisprudence considérait, qu'un acteur, un collaborateur, un trader isolé, qui effectuait une opération qui tombait sous le coup de la manipulation de cours, n'engageait que sa responsabilité et que l'établissement, finalement, n'était pas concerné. Malheureusement, depuis 4 ans, la jurisprudence est absolument claire. Les établissements financiers sont solidairement responsables de leurs collaborateurs. Ça veut dire que l'obligation de signalement d'un risque d'abus de marché pour un établissement financier euh, concerne à la fois les opérations réalisées par ses clients, les opérations réalisées pour le compte de ses clients, mais également des opérations réalisées en interne pour lesquelles l'intervenant est un trader de l'organisation. Euh, on a quelques exemples. CIC Securities, il y a 2 ans, écope d'une amende de 500 000 euros et d'une communication publique au comportement d'un trader qui ne respecte pas les règles de déontologie de CIC Securities, mais qui néanmoins est condamné de façon solidaire avec l'entreprise. Et pour l'entreprise, l'amende n'est pas négligeable. On parle quand même d'1 million d'euros. Plus récemment, BNP Paribas, 250 000 euros d'amende et également une communication publique sur une absence de déclaration de soupçon pour une opération qui a été ordonnée par son client. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un trader de la BNP, c'est un client BNP Paribas qui demande à BNP Paribas de placer des ordres pour son compte. BNP Paribas est condamné sur l'absence de déclaration, c'est-à-dire sur son incapacité à détecter un risque d'abus de marché pour cette opération. Quand on parle de détection d'abus de marché, finalement, on parle de 2 choses. D'une part, on parle d'un investissement. Détecter les abus de marché, la compliance, la conformité, ça a un coût. Est-ce qu'on investit
Pas du tout. Alors financièrement, évidemment, on est content. Est-ce qu'on investit moyennement, beaucoup, énormément? Et ça peut potentiellement coûter très cher parce que c'est compliqué à détecter les abus de marché. Donc on a d'une part une échelle d'investissement, on a à côté de ça une échelle de risque. Est-ce que je ne prends aucun risque? Est-ce que je prends un risque modéré vis-à-vis du régulateur, vis-à-vis de mon image? Ou est-ce que je prends un risque important? Le problème, c'est que ces 2 échelles, contrairement à notre image, elles ne fonctionnent pas dans le même sens. Si j'investis peu, je prends beaucoup de risques. Si j'investis moyennement, je prends un risque modéré. Et puis, si j'investis énormément, je dépense beaucoup d'argent, mais je limite mon risque. Après, la question, évidemment, c'est une question de curseur. Où est-ce que je place ma limite? Est-ce que je veux peu investir et prendre un risque plutôt élevé? Est-ce que je veux investir plus et du coup diminuer mon risque? Tout l'enjeu, pourquoi on va travailler, c'est la capacité à positionner notre curseur comme ça. C'est comment est-ce que je suis capable, grâce à de nouvelles technologies, d'investir moins en argent, d'investir moins en temps, pour aboutir à un niveau de risque qui soit le plus limité possible. L'enjeu, c'est d'identifier précisément les abus de marché. On a besoin d'une technologie qui soit capable d'identifier, on n'est jamais à 100%, mais en tout cas qui est capable d'identifier la très 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 grande majorité des abus de marché, parce que la finalité, c'est bien de diminuer le risque opérationnel de l'établissement financier. C'est important quand on parle de coûts, limiter les faux positifs. Les faux positifs, c'est quoi? Les faux positifs, ce sont les fausses alertes. La grande majorité des abus de marché, mais qui à côté me déclenche 50, 70, 100 fausses alertes par jour, ça nécessite un temps absolument incroyable pour l'analyse derrière, pour traiter l'ensemble de ces alertes. Donc on a besoin d'une part d'être très précis, de ne pas laisser passer les abus de marché, mais à côté de très fortement limiter les fausses alertes. Sinon, ça nécessite des ressources humaines absolument colossales. Une fois qu'on a des alertes détectées, on a des gens, des experts humains, des analystes financiers qui vont traiter l'alerte et qui vont regarder le cas avant de décider si on transmet ou pas une déclaration de soupçon à l'AMF. Donc l'aspect analyse de l'alerte est quelque chose d'absolument clé, d'une part parce que c'est ce qui va faire la qualité du choix sur je transmets ou pas la déclaration de soupçon, et parce qu'encore une fois, c'est du temps homme, et la volonté, tout ça, c'est bien de limiter les coûts, donc de limiter le temps homme. Donc il faut un outil qui puisse nous aider à limiter cette analyse et à l'accélérer. On a détecté un certain nombre d'alertes, on l'a analysé correctement. L'AMF impose de façon extrêmement stricte une traçabilité complète de l'ensemble des actions qui ont été réalisées pour qualifier cette alerte et pour derrière choisir de la transmettre ou pas. Et il faudra être capable, même 1, 2, 3 ans après cette alerte, d'expliquer lors d'un éventuel contrôle pourquoi est-ce que telle alerte, pourquoi est-ce que telle transaction a donné lieu ou pas à une alerte et pourquoi est-ce que cette alerte a donné lieu ou pas à la transmission d'une DS. Donc maintenant, la question, c'est je cherche des leviers plutôt technologiques, c'est le sujet du jour, pour essayer d'optimiser l'ensemble de ces axes stratégiques. Le premier, des règles de gestion. Des règles de gestion, ce sont des scénarios, des règles mathématiques sur lesquelles on va personnaliser, on va paramétrer des règles. C'est comme ça que fonctionnent la plupart des outils aujourd'hui du marché. On va voir qu'on va les affiner, qu'on va aller plus loin, mais ce sont des règles qui ont été paramétrées par des consultants, par les consultants After Data spécialisés sur cette problématique et qui vont permettre de détecter un certain nombre d'abus de marché. Maintenant, si on s'arrête là, on a un niveau de détection qui est assez bon, qui n'est pas parfait, et surtout, on a énormément de faux positifs, et c'est vraiment la maladie de ces outils. C'est pour ça que ces règles sont complétées par du machine learning, c'est-à-dire de l'apprentissage machine automatisé. On va en parler juste après. Et enfin, les opérations et les traitements big data permettent d'agréger un très grand nombre d'informations, un très grand nombre de sources d'informations, et ça va permettre d'optimiser très fortement l'analyse qui est effectuée, non seulement sur le temps de traitement de l'analyse, mais également sur la précision des choix qui vont être faits.
Donc, si on revient un instant sur les règles de gestion, l'AMF donne un cadre global dans lequel on a 10 scénarios, dans lequel on va retrouver euh, les délits d'initié, on va retrouver les manipulations de cours. La force d'un outil va être sa capacité à s'adapter et à traiter différemment des ordres qui proviennent du retail en masse, des ordres qui proviennent d'acteurs institutionnels, des ordres qui concernent des valeurs du CAC, des ordres qui concernent le mid-market. Et en fonction de la typologie de ces ordres, soit parce que c'est l'activité de la banque, soit parce qu'au sein du même établissement financier, on a plusieurs types d'ordres qui proviennent de différentes sources. Les règles de gestion vont être affinées, vont être précisées de façon à avoir des seuils de déclenchement d'alerte qui soient optimisés au maximum en fonction du type d'ordre et qui permettent à la fois de détecter le maximum d'abus de marché, mais surtout de très fortement limiter nos fameuses fausses alertes, nos fameux faux positifs. Ces règles sont les mêmes pour tous les clients. Les scénarios AMF sont les mêmes pour tous les clients. Par contre, les règles, ensuite, sont affinées. On va partir d'une base commune, d'une base standard. Globalement, c'est 70% de la règle. Et on va avoir 30% d'adaptations qui vont être réalisées par les consultants After Data en collaboration avec les équipes clients, de façon à affiner et à adapter vraiment chaque règle à la spécificité du marché sur lequel intervient chaque client. La plus forte partie innovante est l'introduction du machine learning. Alors, quand on parle de machine learning, on parle d'intelligence artificielle, donc on parle de quelque chose qui fait rêver beaucoup. On parle aussi de quelque chose qui suscite beaucoup de craintes. Quand on parle d'intelligence artificielle, comment ça fonctionne? Le principe de l'intelligence artificielle, c'est que l'outil, la solution, va analyser le passé, analyser le profil, les actions de chaque investisseur dans le passé, le profil de cotation des valeurs dans le passé, des profils de séance type, et va chercher par rapport à ce qu'il retrouve, à ce qu'il se passe de façon la plus fréquente, va chercher des comportements atypiques, des comportements inhabituels d'investisseurs, d'évolution de variation de cours, d'évolution de concentration, de façon à trouver des cas de suspicion d'abus de marché qui seraient passés à côté des règles de gestion et qui ne sont pas possibles à détecter avec les règles de gestion. Le machine learning vient en complément des règles de gestion. C'est-à-dire qu'on a nos règles issues strictement des scénarios de l'AMF. La couche de machine learning ne va jamais diminuer le nombre d'alertes ou minorer une alerte générée grâce aux règles de l'AMF. Le machine learning, au contraire, va trouver d'autres cas d'abus de marché, beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus pointus, qui n'auraient pas été vus avec les règles de gestion. C'est un point important, d'autant qu'on sait, c'est absolument officiel, que depuis 4 ans, l'AMF utilise ce même type de technologie pour traiter en masse les transactions et pour tenter de détecter de la même façon des abus de marché qui passeraient au travers des mailles du filet des règles de gestion. Le machine learning a un effet extrêmement positif parce qu'il permet d'avoir des règles de gestion, des scénarios qui sont un petit peu plus stricts que ce qu'on pourrait faire si on n'avait pas de machine learning. Ça veut dire qu'on va diminuer le nombre de fausses alertes des règles de gestion et très largement compenser la détection, la qualité de détection par cette approche machine learning. Et ce qu'on fait dans la solution ici et ce qu'on propose, c'est vraiment le meilleur des deux mondes. C'est d'une part les règles de gestion du machine learning couplées avec de l'intelligence artificielle. Comment ça fonctionne? On ne va pas rentrer dans une grande explication très technique, mais c'est une méthode extrêmement classique. Ça s'appelle la méthode des cas les plus proches voisins. Concrètement, on cherche la distance entre un comportement considéré comme classique parce que majoritaire avec chaque cas individuel et on va regarder et traquer comme ça des comportements atypiques. Donc en effet, c'est l'outil qui détermine ces cas normaux, le profil normal de chaque investisseur, le profil habituel de chaque instrument va être déterminé par la solution. Et en effet, on va chercher des écarts avec cette norme. Ce n'est pas du tout un problème avec l'AMF parce que ça vient en complément, ça vient en amélioration de scénarios classiques de détection des abus de marché. Enfin, l'analyse centralisée, c'est quelque chose d'essentiel. Une fois qu'on a une alerte qui a été levée par la solution,
il y a bien un analyste financier qui va devoir s'intéresser, il y a un analyste financier qui va devoir s'intéresser et creuser le détail de l'alerte, sa motivation, pour derrière se prononcer sur la transmission ou pas, des fois à un niveau N+1, des fois à un niveau N+3, et in fine, savoir si on fait ou pas une déclaration de soupçon à l'AMF. Euh, la- cette analyse, on a deux façons de la faire. Soit vous avez un analyste qui va avoir sur son bureau 1, 2, 3, 4, 5 écrans d'ordinateur sur lesquels il va consulter les cours, les cotations, les news financières, sur lequel il va consulter l'historique de son client. Donc, un travail qui va être fastidieux, qui va nécessiter beaucoup d'outils et qui sera compliqué à centraliser. Soit on a une approche de concentration de la donnée et on va, dans un seul écran, concentrer toutes ces informations et fournir l'ensemble des calculs dont on va avoir besoin sur des calculs de concentration, sur la volumétrie des échanges le jour du risque éventuel d'abus de marché, les news financières, le suivi heure par heure de l'évolution des ordres, évidemment les ordres réalisés, mais aussi les ordres annulés, les ordres parents, les ordres fils, de façon à avoir directement sur un écran l'ensemble des informations qui vont permettre de qualifier cette alerte. Ce qui est important, c'est que parce qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir notamment instruire, mais surtout, on va pouvoir sauvegarder chacune des informations, le niveau de cotation à 16h30, le fait que j'ai eu une news financière qui, elle, qui est arrivée à 18h. J'ai eu un ordre annulé de tel montant. Toutes ces informations qui sont présentes à l'écran et qui sont nécessaires à l'analyse vont être sauvegardées et l'analyse va pouvoir directement sélectionner les informations qui lui ont permis de motiver son analyse. Une fois que cette sélection est faite, système de workflow associé à un coffre-fort électronique, on va passer d'étape en étape. J'ai une nouvelle alerte, je l'analyse, éventuellement je la transfère à un niveau N+1, je le considère comme clos, pertinent, non pertinent, j'en fais une déclaration de soupçon, et l'ensemble de ces informations sont horodatées, on sait qui a réalisé quelle action, à quel moment, on a les informations mathématiques qui ont permis de déterminer ça. On a le commentaire de l'analyste et tout ça va être gravé dans le marbre, dans un coffre-fort électronique qui nous garantit que le jour où on a un contrôle de l'AMF, on aura bien toutes les informations pour justifier de l'alerte et de la transmission ou pas de l'information. Donc, on travaille sur trois leviers. Les scénarios AMF à travers des règles de gestion extrêmement fines. Alors, plus des scénarios custom. Un scénario custom, c'est quoi? Ce sont des alertes, des règles qu'un établissement financier souhaite rajouter parce qu'il a une spécificité et souhaite suivre, par exemple, des problématiques d'initiés permanents chez ses clients, parce qu'il souhaite suivre des opérations particulières sur des places de marché alternatifs type turquoise, parce qu'il souhaite avoir un suivi particulier sur un type de valeur. On va intégrer, avec les règles de gestion provenant des 10 scénarios standards de l'AMF, des scénarios custom qui vont permettre d'avoir, de la même façon, une vision globale, agrégée de toutes mes alertes et finalement du suivi de mon risque sur ces opérations. On complète ça avec du machine learning et avec notre analyse centralisée dans lequel on a en général entre 10, 20, des fois 30 sources de données unifiées, agrégées et qui permettent à l'analyste de se faire très rapidement un avis sur les suites à donner à l'alerte. Quelques écrans de la solution. En termes d'outils, là je suis sur mon écran d'accueil. Donc ici, ce que la solution me dit, c'est que depuis le début de l'année, l'outil a analysé 58 397 transactions. On a eu 193 abus de marché détectés et aujourd'hui, un qui a donné lieu à une déclaration de soupçon en cours. Ça veut dire que les autres ont déjà été transmis, ou ont été classés par l'analyste. Le cas a été jugé pertinent, ça veut dire que l'analyste est content d'avoir eu cette alerte. Par contre, son analyse, son expertise métier, fait dire qu'il ne souhaite pas le transmettre à l'AMF. Pour autant, c'est un cas
qui correspond à ce qu'on souhaite analyser de façon humaine par l'analyste. L'enjeu d'un outil comme ça, évidemment, n'est pas de remplacer les analystes, c'est simplement de leur faire gagner beaucoup de temps en prédétectant un niveau de risque plus ou moins élevé sur chaque scénario. Ici, j'ai mes nouvelles alertes du jour, des alertes qui sont au statut nouveau et qui sont à prendre en charge. J'ai sur la partie basse de l'écran l'historique de mes alertes. Ici, on dit que depuis le début de l'année, j'ai eu Front-Running Movement à hauteur de 40 alertes. J'ai eu le scénario low price pour lequel j'en ai eu 19, Marking the Close 7, et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser ensuite, c'est d'aller voir le détail de mes alertes. Et du coup, je vais aller ici dans Transactions. Et ici, je vais retrouver toutes les transactions analysées depuis le début de l'année. Alors, c'est important, c'est toutes les transactions et pas toutes les alertes. Ça veut dire que je vais retrouver ici des transactions pour lesquelles on a considéré que le niveau de risque du marché est extrêmement faible, mais on va être capable de justifier auprès du régulateur pourquoi est-ce que cette transaction n'a pas donné lieu à une alerte. Et on se rend compte, au regard des différentes instructions en cours chez pas mal de banques, que finalement la question souvent repose plus sur pourquoi est-ce que telle transaction n'a pas donné lieu à une alerte et n'a pas donné lieu à analyse, plus que pourquoi telle transaction a donné lieu à une analyse. Donc ici, je vais être capable de justifier pourquoi une transaction ne présentait un niveau de risque, extrêmement faible et ne présentait aucune similarité avec un des scénarios de l'AMF ou avec un comportement atypique et donc naturellement n'a pas donné lieu à une instruction. Donc ici, sur chaque ligne correspond à une transaction. Ici, j'ai l'instrument, donc le grand SA, j'ai la date de l'analyse, le code client, différentes informations sur les produits, et ici, j'ai le scénario qui présente un risque, ici spoofing execute, avec un niveau de risque de 93%. Alors ça, c'est quelque chose d'important quand on parle de niveau de risque, à la fois des règles de gestion complétées par le machine learning, mais ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est graduel, qui est valorisé. On ne va pas dire risque ou pas risque. J'ai un niveau de risque et ça va permettre derrière d'évaluer et de prioriser le travail en se concentrant sur le scénario pour lequel j'ai le risque le plus important. Ici, j'ai le statut, ici, traitement en cours. Je vois que c'est une transaction avec une alerte qui est déjà en cours de traitement par un analyste. Là, à chaque fois, j'ai un scénario, mais je peux en avoir plusieurs. Ici, par exemple, vous voyez, on a Marking the Close et Low Price. On a deux scénarios qui donnent lieu à un niveau de risque d'abus de marché. Si on va voir le détail de cette transaction, donc qui concerne l'instrument Legrand, alors les données, évidemment, sont volontairement pas cohérentes, sont des données de démonstration et volontairement la modifier, donc il ne faut pas chercher de cohérence sur l'ensemble des chiffres affichés. L'idée, c'est plutôt de donner un exemple de mode de traitement. Donc là, je suis sur la fiche d'analyse de mon alerte. Donc, on me rappelle le scénario concerné, spoofing execute. Cette alerte est un statut de traitement en cours, ça veut dire qu'il y a déjà un analyste qui l'a pris en compte. Je vais avoir une première ligne avec une synthèse, avec un rappel de l'ensemble des informations concernant cette transaction, le code ISIN de la valeur, le libellé, la présence le jour de l'exécution, le volume client, sur le jour, sur les 5 derniers jours. Je vais voir de quel produit il s'agit. Je vois si c'est un trader qui a travaillé ou si c'est un robot qui a passé l'ordre. Et surtout, sur la partie basse, ce qui va m'intéresser, c'est mon niveau de risque. Donc, je considère qu'il y a 93% de niveau de risque d'avoir une tentative de fraude sur le scénario spoofing execute. Et ici, je vais avoir les raisons, les 4 principales raisons qui expliquent ce niveau de risque et qui vont permettre d'orienter l'analyste dans sa recherche et dans son choix de transmission ou pas. Je descends un petit peu, je vais retrouver ici toutes les informations dont je vais avoir besoin pour analyser ce risque d'abus de marché. Donc ici, on est sur Spoofing Execute, c'est pour ça que par défaut, je suis sur cet onglet-là. Et ici, on va me donner un certain nombre d'informations sur le taux d'exécution, les ratios précalculés, et de faire gagner du temps et de donner à l'analyste toutes les informations dont il a besoin pour se prononcer. Ici, je vais retrouver sur les différents onglets
l'historique des cotations. Je vais retrouver le détail, jour après jour, des cotations, avec à chaque fois le niveau de la cotation à l'ouverture, le plus haut, le plus bas. Je vais retrouver les ordres fixes associés, y compris les ordres annulés, qui pour certains scénarios est absolument essentiel. Je vais retrouver également le détail des news financières concernant cette valeur si je suis sur un scénario pour lequel la news financière a une importance. Si je veux des informations complémentaires, je vais avoir deux liens ici qui vont me permettre d'arriver directement sur l'historique du tableau de valeur. Donc, on est toujours sur la société Legrand pour avoir le détail de la cotation minute par minute, du jour, du risque, d'abus de marché. Côté zone bourse, je vais avoir un complément sur des news financières qui ne seraient pas directement dans l'outil. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir sur une seule fiche, directement sur l'écran ou à travers un lien direct, l'ensemble des informations qui vont me permettre de qualifier cette alerte et derrière de me prononcer sur l'évolution du workflow. Là, je suis à traitement en cours. Est-ce que je considère que le dossier est clos pertinent et dans ces cas-là, je vais derrière enchaîner sur une déclaration de soupçon. Je demande un commentaire. Et sur la partie basse, ici, on voit que j'ai l'historique, jour par jour, de qui a effectué quelle action. Ici, j'ai passé de en cours à traitement en cours. C'est un utilisateur ici qui s'appelle démo. En vrai, ce serait le nom de la personne qui serait présente. Et je vais pouvoir, comme ça, suivre l'ensemble du process de traitement de cette alerte, qui l'a qualifié, qui l'a transmis. Je vais pouvoir directement sur l'écran sélectionner ici les news, les informations qui me permettent de justifier du traitement que j'ai effectué et qui me permettent de justifier de façon objective le traitement que j'ai fait de cette alerte. Je vais ensuite, en termes de reporting, avoir un certain nombre d'informations sur le nombre d'alertes par mois, par type d'alerte, le nombre d'alertes, la révolution. Beaucoup d'analystes apprécient de recevoir quotidiennement un mail de synthèse sur lequel je reçois le détail du nombre d'ordres analysés, le détail des transactions, et puis pour chaque scénario, le nombre de suspicions d'abus de marché, qui va me permettre d'avoir une notion de la charge de travail à réaliser jour après jour. On peut l'avoir quotidiennement, on peut l'avoir par semaine, par mois. Et puis, dans la solution, quand je tombe sur une transaction qui va donner lieu à déclaration de soupçon, on va pouvoir directement télécharger le formulaire de déclaration d'opération suspecte qu'on va pré-renseigner, pas en totalité, mais avec le maximum d'informations présentes dans la solution, de façon à limiter le travail de l'analyste et à faire profiter à l'analyste de toutes ces informations qui sont déjà agrégées dans la solution. Je reprends des scénarios personnalisés, du machine learning, des analyses simplifiées, historisées. Concrètement, à quoi sert tout ça et à quoi on veut arriver par rapport aux outils du marché, on est à plus de 50% de détection de fraude, donc de détection d'abus de marché avérés ayant donné lieu à déclaration de soupçon. On arrive à diminuer de 75% les faux positifs. On a un niveau de conformité aujourd'hui qui est absolument exhaustif et qui intègre notamment deux éléments qui sont souvent absents, c'est le coffre-fort électronique, la traçabilité des actions d'analyse et euh, la justification par des données quantitatives historisées de la motivation de transmission d'alerte ou surtout de la motivation de non-transmission d'alerte. Au global, cette technologie, parce qu'elle est très automatisée, permet aujourd'hui, par rapport au prix du marché, une diminution qui va de 30 à 50% pour l'ensemble de nos clients. Et nos clients, aujourd'hui, on parle de la Société Générale, on parle du Crédit du Nord, plus d'une dizaine de banques privées qui utilisent la solution pour leurs activités en France et en Europe de l'Ouest. Je vous propose qu'on passe à la partie question. Combien cela coûte? C'est une bonne question. Combien cela coûte? C'est un coût qui est proportionnel au volume de transactions.
Et aujourd'hui, en fonction de nos clients, on est sur un coût qui varie de 3 000, bah, même, non, 2 500 pour le plus petit. On est sur un coût qui varie de 2 500 € par mois à 6 000 € par mois. On est sur une logique d'abonnement parce que l'enjeu est avant tout d'avoir un outil qui fonctionne, qui est optimisé en termes de détection et qui suit dans le détail l'évolution, d'une part, de chacune des règles édictées par l'AMF, mais également des services de contrôle interne qui réalisent très souvent des audits et qui sont eux-mêmes à l'origine de demandes d'évolution sur des scénarios ou sur un niveau de détection qu'on va affiner pour tel ou tel type de client. Alors, en combien de temps mettons l'outil en place? C'est assez rapide puisque c'est un outil qui est dédié spécifiquement ben, à la conformité et au traitement des abus de marché. On part avec des scénarios standards qu'on va affiner avec nos clients, mais du coup, on part d'une base standard qui est préexistante. On est sur des temps de mise en place qui sont en général entre 4 et 5 mois pour avoir un outil opérationnel, testé et qui fonctionne live. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.